Vous avez du mal à accéder à des conseils sportifs vraiment adaptés à votre situation? L'application Kunto répond à ce besoin en rendant l'activité physique accessible, personnalisée et encadrée partout et pour tous. Kunto, c'est une plateforme digitale inclusive qui repose sur 3 piliers. Des exercices physiques adaptés à votre singularité, un accompagnement nutritionnel sur mesure et un lien direct avec des experts du sport santé pour un suivi humain et individualisé. Disponible partout, Kunto redonne à chacun le pouvoir de bouger, de progresser et de prendre soin de sa santé. Téléchargez Kunto dès maintenant sur Android ou iOS. À très vite. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant, celui des psychothérapies. Bonjour. Oui, un univers très riche, en effet. On va s'appuyer sur un article qui tente de débroussailler un peu tout ça. 21 psychothérapies et leurs bienfaits. L'idée, c'est de mieux comprendre ces différentes approches, voir comment elles peuvent nous aider, quoi. Tout à fait. Et c'est important peut-être pour commencer de bien cadrer. La psychothérapie, la source la définit comme un traitement psychologique. D'accord. L'objectif, c'est d'amener des changements significatifs. Ça peut toucher nos pensées, nos émotions, nos comportements. Et c'est pas juste pour les gros problèmes si, c'est ça. Exactement, c'est un point clé de l'article. Ça s'adresse aussi à des difficultés, disons, plus courantes. Apprendre à gérer ses émotions, le stress, dépasser une phobie. Hmm. Ou même un stress post-traumatique, sortir d'une dépendance affective, de relations qui sont toxiques, c'est assez large. C'est bon de le rappeler, on n'a pas besoin d'attendre d'être au fond du trou, en gros. Non, pas nécessairement. Et qu'est-ce qui fait que ça marche, une thérapie, selon cet article? Alors, deux choses ressortent vraiment. D'abord, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Ah oui. Cette relation de confiance, de respect, d'honnêteté entre la personne et le thérapeute. C'est fondamental. Sans ça, c'est compliqué, j'imagine. Voilà. Et l'autre point, c'est l'engagement de la personne elle-même. Une thérapie, c'est pas magique, ça demande de s'impliquer activement. C'est un travail d'équipe, en quelque sorte. C'est une bonne image. D'ailleurs, l'article cite un chiffre assez parlant. 70% des gens qui ont suivi une psychothérapie disent se sentir mieux après. 70%, c'est quand même énorme. Ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Oui, ça suggère un réel impact. Bon, alors, explorons un peu. Commençons par une thérapie assez connue, la TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Si je pige bien l'article, ça se concentre sur l'ici et maintenant. C'est tout à fait ça. La TCC, elle regarde les pensées et les comportements actuels qui posent problème. D'accord. Le principe, c'est d'identifier ces schémas de pensée qui fonctionnent mal, les fameuses croyances limitantes par exemple, et les comportements qui ne sont pas adaptés, pour ensuite apprendre à les changer. Donc on essaye de modifier comment on pense et comment on agit pour que ça aille mieux émotionnellement. Exactement. L'idée centrale de la TCC, c'est ça. En changeant pensée et action, on influence aussi les émotions. C'est très concret. On vise un changement qu'on peut voir, qu'on peut mesurer presque. C'est ça. La source insiste sur le fait que le critère de succès, c'est un changement durable dans le comportement. D'accord. Et les bénéfices décrits vont dans ce sens. Adopter des façons de faire plus en phase avec ses objectifs, mieux gérer ses émotions difficiles, remplacer les pensées négatives par des visions plus justes, plus constructives. Il y a un côté reprise de pouvoir, non? Oui, il y a aussi une dimension de revalorisation, d'aider la personne à voir ses forces, son potentiel. Et l'article dit que c'est particulièrement indiqué pour quel type de problème? La liste est assez longue. Les troubles anxieux, c'est un grand classique. Anxiété sociale, phobie comme l'agoraphobie, les TOC, mais aussi la dépression, la dépendance affective ou encore les troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie. C'est vaste. Oui, c'est une approche assez structurée, souvent avec des objectifs clairs définis au départ. Ok. Donc ça, c'est pour la TCC, très ancrée dans le présent. Mais il y a d'autres approches qui semblent aller chercher ailleurs, peut-être dans l'inconscient ou dans le passé. L'hypnose, par exemple, ça intrigue toujours un peu. Ah oui, l'hypnose. L'article dit que c'est une thérapie brève qui joue sur l'état de conscience. Oui, l'hypnose thérapeutique. Et l'article cite l'approche ericksonienne, qui est très connue. Elle induit un état un peu particulier, une sorte de semi-conscience. Entre veille et sommeil. Voilà, c'est un peu ça. Et l'idée, c'est que cet état modifié de conscience, il facilite l'accès à l'inconscient, Hmm. à nos ressources profondes, pour contourner certaines barrières conscientes en fait, et aller travailler sur la source des troubles. Accéder à l'inconscient, ça sonne un peu mystique pour certains, peut-être. Quels sont les avantages concrets que la source met en avant? Alors, ce qui est intéressant, c'est la variété des points.
D'abord, c'est présenté comme une méthode naturelle, sans médicaments. Souvent brève aussi. Ah oui, Oui, quelques séances peuvent parfois suffire selon l'objectif. L'article dit aussi que c'est accessible à tous et qu'on peut même apprendre à l'utiliser soi-même, pour la relaxation par exemple. pour gérer son stress au quotidien. Voilà. Et le travail de fond, ce serait d'aller à la source du problème, pour désancrer des croyances, des habitudes qui nous limitent. Tout ça en favorisant une grande détente. Et on l'utilise pourquoi concrètement, d'après l'article? Les applications sont assez larges. On parle de gestion de la douleur, d'aide pour gérer les émotions, d'accompagnement pour arrêter de fumer ou d'autres addictions. Ah oui, quand même. Oui, mais aussi pour la dépression, les phobies, les troubles alimentaires et même la gestion du stress très intense, comme le stress post-traumatique, le TSPT. Justement, restons sur les traumatismes. Il y a une autre approche qui est spécifiquement faite pour ça, c'est l'EMDR. Tout à fait. Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Même si la source dit que ça peut être aussi tactile ou sonore, cette stimulation bilatérale. Comment ça fonctionne, ce truc? Alors, l'EMDR, ce qui est fascinant, c'est le postulat de départ. L'article explique bien qu'un souvenir traumatique peut rester comme coincé dans notre cerveau émotionnel, le système limbique, D'accord. sans être correctement traité, digéré par notre cortex, la partie plus rationnelle du cerveau. Le MDR utiliserait cette stimulation bilatérale, les mouvements des yeux, des tapotements alternés, des sons, Oui. aurait aidé le cerveau à retraiter cette information bloquée, à la recoder en quelque sorte. Recoder? Ça veut dire qu'on oublie le traumatisme? Non, pas exactement. Le but, c'est pas d'effacer le souvenir, c'est plutôt d'en diminuer la charge émotionnelle négative, la détresse qui est associée. Ah, d'accord. La source décrit les bénéfices comme ça. Réduire la souffrance liée au souvenir, restructurer les pensées négatives qui vont avec, je suis nul, c'est ma faute, et intégrer des sentiments plus positifs, plus adaptés. Aider le cerveau à classer l'affaire, si on veut. C'est une vision assez incroyable de la capacité du cerveau à se réorganiser. Et ses indications principales selon la source? L'indication numéro 1, c'est clairement l'état de stress post-traumatique, le TSPT. Logique. Mais l'article suggère que ça peut être utile aussi pour certains symptômes de phobie, s'ils ont une racine traumatique, ou pour la gestion des douleurs chroniques, Comment ça, les douleurs? en travaillant sur la perception émotionnelle de la douleur en fait. Et puis aussi pour accompagner les deuils difficiles quand l'anxiété ou la tristesse sont trop envahissantes. D'accord. Changeons complètement de registre. Il y a des approches qui utilisent la créativité, j'ai vu ça. L'art-thérapie. Oui, tout à fait. Là, on n'est plus dans le retraitement cérébral ou l'inconscient de la même manière, on dirait. Non, l'art-thérapie, elle utilise le processus créatif lui-même. Le dessin, la peinture, le modelage, le collage, peu importe la technique. Et le but, c'est de faire une belle œuvre. L'accent est mis sur le processus, sur ce que la personne vit en créant et sur ce que ça peut révéler ou transformer en elle. La source dit que c'est souvent un moyen de renouer le dialogue. Le dialogue? Oui, avec soi-même ou avec les autres. Quand les mots sont difficiles à trouver ou trop douloureux, l'art devient un autre langage. Un langage non verbal? Quels sont les bienfaits que l'article associe à cette démarche? Ils sont assez variés. Ça peut améliorer la communication, les relations, aider à gérer l'anxiété, les peurs, renforcer la confiance en soi, l'image qu'on a de soi. Et puis sur un autre plan, ça stimule l'imagination, la créativité bien sûr, mais aussi les sens, la motricité. C'est une approche qui engage la personne de manière assez globale en fait. Et j'ai été surprise de voir la liste des troubles pour lesquels la source dit que ça peut être utile. C'est très large. Ah oui, c'est vrai. L'article mentionne des choses très diverses. L'asthme, probablement pour la gestion du stress, qui est lié. L'autisme, l'anorexie, la schizophrénie, les troubles bipolaires. Carrément. Oui, mais aussi les addictions, l'anxiété, la dépression, même chez l'enfant, les troubles du comportement, les traumatismes aussi. Ça montre que l'outil artistique est très adaptable. Fascinant. Et pour rester dans les relations, mais d'un autre type, la thérapie de couple. Oui, la thérapie conjugale. Là, c'est le couple qui est au centre. La relation elle-même et le patient, si on peut dire. Et le thérapeute, il fait quoi? Arbitre? Plutôt médiateur. Un médiateur neutre, bienveillant, il aide les partenaires à mieux communiquer, à vraiment s'écouter, ce qui n'est pas toujours simple, à comprendre les attentes, les besoins de chacun, des trucs qui sont souvent non dits ou mal compris. L'article insiste sur un point important. Il faut que les deux veuillent venir. Ah, ça, c'est la base. C'est essentiel. On ne peut pas traîner son conjoint en thérapie en espérant que ça règle tout. L'engagement doit venir des deux. Logique. Et quand c'est le cas, la thérapie peut aider à comprendre où ça coince, d'où viennent les conflits, à retrouver une complicité, un épanouissement, y compris sexuel, qui s'était peut-être perdu, à rétablir un équilibre,
parfois même à relancer la passion, dit l'article. Et quels sont les problèmes qui amènent les couples à consulter typiquement, d'après la source? Le manque de communication revient très souvent. Les fameux dialogues de sourds. Les problèmes sexuels aussi, c'est fréquent. Baisse de désir, difficultés physiques comme le vaginisme, des attentes différentes. Mhm. Et puis, la thérapie de couple, c'est aussi un lieu pour essayer de traverser une grosse crise, comme une infidélité par exemple. Voir s'il est possible de reconstruire quelque chose. On a déjà vu pas mal d'approches bien différentes et l'article en cite 21. On ne va pas pouvoir toutes les faire, c'est sûr, Non, ce serait trop long. mais peut-être juste en évoquer deux autres pour montrer encore la diversité. Je pense à l'analyse systémique et à la psychanalyse, qui sont aussi dans la source. Très bonne idée, parce qu'elles offrent encore d'autres regards. L'analyse systémique, si on suit la source, elle ne regarde pas juste l'individu isolé. Non, Non, elle le voit comme faisant partie de différents systèmes. Sa famille, son couple, son boulot, ses amis. Elle analyse comment ces systèmes fonctionnent, les règles du jeu, souvent implicites. et le but? C'est de modifier ces interactions, ces relations au sein du système pour apaiser la souffrance de la personne ou du groupe. On change la dynamique globale. On élargit le champ de vision. Et la psychanalyse alors? C'est peut-être la plus ancienne, ou en tout cas la plus connue historiquement? Oui, sans doute. La psychanalyse, elle, nous emmène dans les profondeurs de l'inconscient. L'article rappelle son idée de base. Beaucoup de nos pensées, de nos émotions, de nos actes sont guidés par des désirs, des conflits, des souvenirs qui sont refoulés, dont on n'a pas conscience directement. Hmm. Le travail psychanalytique, qui passe par l'analyse des rêves, des lapsus, la libre association d'idées, il vise à mettre ça à jour, à dénouer des conflits psychiques anciens, souvent liés à l'enfance, pour permettre une meilleure compréhension de soi et un changement plus profond. Mais c'est souvent un cheminement à long cours. D'accord. TCC, hypnose, EMDR, art-thérapie, couple, systémique, psychanalyse. Bon, on voit bien qu'il y a plein de portes d'entrée possibles, mais ça amène une question très concrète. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut consulter? C'est quoi le déclic? L'article donne un repère assez clair, je trouve. Le signal principal, c'est quand la souffrance psy devient trop forte, trop présente. Qu'elle pèse au quotidien? Voilà, quand ça pèse sur le moral tous les jours et surtout quand ça commence à avoir des conséquences négatives sur la vie. Des problèmes dans les relations, on s'isole, ça va mal au boulot, on se sent juste dépassé. Donc, quand ça déborde, quand le mal-être n'est plus juste un petit coup de mou passager? C'est ça l'idée générale. Mais la source ajoute aussi des nuances intéressantes. Parfois, on consulte simplement parce que l'aide des proches, même si elle est précieuse, mais elle ne suffit plus. Ou elle n'est pas adaptée au problème. Ouais, ça arrive. Ou alors, on a besoin de parler de choses très personnelles, qu'on n'a pas envie de partager avec son entourage. Et là, l'espace neutre, confidentiel, du cabinet, ça devient nécessaire. Et au-delà du quand, il y a le comment. Bien choisir son thérapeute, la bonne approche, c'est pas évident ça. C'est crucial. L'article le redit, il faut se sentir prêt à discuter, être acteur de sa démarche. Et le choix du thérapeute, oui, c'est fondamental. Le feeling, quoi. Le feeling, la confiance, se sentir compris, respecté. On revient à cette fameuse alliance thérapeutique dont on parlait au début. Mhm. Et il faut surtout pas hésiter à poser des questions au thérapeute sur sa façon de travailler, sa formation, comment ça va se passer. C'est normal et c'est même important pour s'engager en connaissance de cause. Trouver la bonne personne et la bonne méthode, ça peut demander un peu de temps parfois. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon grâce à notre source. De la TCC centrée sur le présent à la psychanalyse qui explore l'inconscient, en passant par des outils comme l'hypnose, l'EMDR, l'art-thérapie. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Je crois que ce qui ressort le plus, c'est la richesse incroyable des outils qu'on a à disposition pour prendre soin de notre santé psychologique. Il n'y a pas une solution miracle, mais vraiment un éventail d'approches. Oui, Chacune avec ses particularités, ses indications, ses points forts. Ça montre qu'on peut aborder une difficulté psy de plein de manières différentes et travailler à aller mieux. Et ce chiffre de 70% de personnes qui se sentent mieux après, il est quand même là pour le rappeler. c'est vrai que ça peut dédramatiser un peu la démarche, savoir qu'il y a plein d'options différentes. Exactement. Et peut-être une dernière chose à méditer, au-delà des techniques elles-mêmes, il y a la valeur de cet espace thérapeutique. Hmm. Quelle que soit la méthode, c'est un cadre sécurisant, structuré pour se poser, s'explorer, mieux comprendre comment on fonctionne et trouver en soi des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Une sorte de laboratoire personnel. De transformation dont parle la source FEFA. Quelle part de nous, qui est peut-être dans l'ombre aujourd'hui, pourrait, si on l'éclairait, si on l'accueillait, nous ouvrir des chemins tout à fait nouveaux?
Vous avez du mal à accéder à des conseils sportifs vraiment adaptés à votre situation? L'application Kunto répond à ce besoin en rendant l'activité physique accessible, personnalisée et encadrée partout et pour tous. Kunto, c'est une plateforme digitale inclusive qui repose sur 3 piliers. Des exercices physiques adaptés à votre singularité, un accompagnement nutritionnel sur mesure et un lien direct avec des experts du sport santé pour un suivi humain et individualisé. Disponible partout, Kunto redonne à chacun le pouvoir de bouger, de progresser et de prendre soin de sa santé. Téléchargez Kunto dès maintenant sur Android ou iOS. À très vite!